Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonjour à toutes et à tous. Hier, une conférencière l'a dit, je crois que c'était, je ne sais pas si c'est dans une conférence ou en aparté, avec fougue et conviction, nous fonctionnons ou devrions fonctionner selon des chaînes de confiance. C'était Pascaline Lepelletier et elle parlait du vin et de la nécessité de passer par un caviste en qui on avait confiance, d'avoir toute une chaîne de gens, du vigneron au caviste au consommateur, en qui on fasse confiance. Ce raisonnement, d'abord j'ai beaucoup apprécié son intervention, sa conférence, et son raisonnement, il peut s'appliquer, je l'appliquerai volontiers aux sciences en général. Nous vivons dans une époque dans laquelle il existe une forme de contestation de la spécificité de la connaissance scientifique et de la légitimité des scientifiques à définir collectivement ce qui est un fait ou n'est pas un fait. Et Michel, auquel on se réfère, on va continuer de se référer pendant toutes ces journées, Michel Serres, il faisait confiance aux sciences, il était passionné de sciences, entre autres. D'ailleurs, il était passionné de tout, puisque vous savez que un des mots qu'il affectionnait, c'était Pantopie, je passe partout, le passe-partout des 5 sous de la Varette, je crois. Non, ça doit être dans Jules Verne. Enfin bon, bref, je me trompe, pardon. Mais toujours est-il que Michel, plutôt que se couvrir la tête de cendre face à toutes les apocalypses qui nous menacent et que Giuliano da Empoli a évoqué hier, lui, vous le savez, je l'ai dit, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais je vous le répète, c'était un optimiste par devoir et un pessimiste par intelligence, mais un optimiste, comme disait Gramsci, mais un optimiste par devoir. Et il disait, j'ai retrouvé un entretien il y a quelques années, c'est enthousiasmant d'avoir un monde nouveau à fabriquer. C'est vraiment l'un des objectifs de ces journées, de ces rencontres, que d'essayer de penser à notre modeste manière, en tout cas de se poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'un monde nouveau et dans lequel on aimerait vivre? Donc il serait heureux, je suis sûr, de savoir que j'ai repéré dans les chiffres, je sais qu'il y a pas mal de jeunes lycéens qui veulent assister à la conférence d'aujourd'hui. Il serait heureux de savoir que contrairement à ce que j'imaginais d'ailleurs, il n'y a pas un écroulement de la confiance, pour reprendre le terme du début, des jeunes lycéens dans les sciences. Au contraire, le dernier baromètre de l'esprit critique, je ne sais pas ce que ça vaut, je crois que c'est bien, je vous le dis en toute humilité. En tout cas, je lui fais confiance parce que j'ai décidé d'être optimiste. Il dit que les 15-24 ans font beaucoup plus confiance aux sciences qu'avant. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les chocs que subissent en ce moment le monde des sciences, en particulier en climatologie, mais pas seulement, écoutez, il y a des nouvelles générations qui montent et qui font confiance. Et donc ça m'amène à recevoir avec un immense plaisir quelqu'un qui est fidèle à ces rencontres, quelqu'un qui vient très volontiers et qui est à la fois du monde des sciences et du monde de la philo. Et voilà, c'est philosophe, il est essayiste, il est physicien. Et je lui ai demandé de s'adresser prioritairement d'ailleurs à ces jeunes gens et jeunes filles qui sont dans l'assistance, en posant une question qui est le futur existe-t-il dans l'avenir? Donc c'est les questions qu'affectionne Étienne. Et ça va durer 3/4 d'heure, disons. Et ensuite, les questions, ça sera à vous de les poser. Et cette fois, vous pourrez sortir du champ spécifique du thème qui est le nôtre à l'instant. Merci, et je passe la parole à Étienne. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être de retour à Agen. Les gens vont croire que j'ai un abonnement. Je crois que c'est la 5e fois que je viens. Mais c'est toujours le même plaisir. Alors, le sujet que j'ai proposé, le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? Enfin, c'est une question assez stupide dans sa formulation, et je m'étonne de vous voir si nombreux. Mais avant de la traiter, je vais faire un commentaire sur ce qu'a dit Sven à propos de la confiance. En effet, quand on fait des sondages en France et plus généralement en Europe,
le taux de confiance dans la science qu'expriment les citoyens est plutôt très élevé par rapport à d'autres institutions comme les médias, etc., ou la justice. Mais en fait, la question qui est posée, qui s'exprime sous la forme « Avez-vous confiance dans la science ?», est une question extrêmement ambiguë, parce qu'il y a plusieurs façons de la comprendre. La première façon, c'est de dire est-ce que vous avez confiance dans les scientifiques lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils parlent? Et est-ce que vous les croyez tous ou est-ce que vous avez vos favoris? Et on voit bien que les scientifiques qui font référence pour l'opinion ne sont pas toujours les mêmes. D'autre part, on voit, et ça d'autres enquêtes le montrent, qu'en France et un peu partout ailleurs, d'ailleurs surtout aux États-Unis, il y a une sorte de concaténation entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire que dans le monde numérique qui est le nôtre, où toutes les thèses coexistent, chacun s'estime libre de choisir ce qui est vrai pour lui, de fabriquer sa fiction personnelle, sans estimer avoir à tenir compte de la vérité dans sa façon de parler ou de penser. Donc ça, c'est la première façon de comprendre la question. Est-ce que vous croyez la parole des scientifiques? Deuxième façon de la comprendre, est-ce que vous avez confiance dans la science en tant que démarche de connaissance très particulière qui permet d'obtenir des résultats qu'on qualifie de scientifiques, qui bénéficient d'une objectivité particulière? Autrement dit, est-ce que vous avez confiance dans la science pour identifier ce qu'on pourrait appeler des vérités scientifiques? Et puis il y a une troisième façon de la comprendre, cette question, il y en a peut-être beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez confiance dans la science pour nous aider à relever les défis qui se posent à nous? Changement climatique, réduction de la biodiversité, problème de ressources en énergie, etc., etc. Vous voyez que si on décline de trois façons différentes cette même question, sans doute obtient-on, pour ce qui est des réponses, des pourcentages assez différents. Maintenant, j'en viens à la question du jour. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Mon propos consistera à apporter quelques arguments contre un proverbe, un dicton, dont je n'ai pas pu savoir s'il était ouzbek ou tchétchène. Voilà le proverbe. Notre passé fut misérable, notre présent est catastrophique, mais heureusement, nous n'avons pas d'avenir. Alors, j'ai dit que la question posée était bête, mais en réalité, elle est très profonde. Elle a d'ailleurs été soulevée une première fois par Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Quand on trace le temps, l'axe des temps, sur une feuille de papier, on trace un segment de droite, on met une flèche et on dit c'est le temps. Et ce faisant, on fait quelque chose d'assez bizarre puisqu'on fait exister ensemble, dans cette représentation, des instants qui par définition se succèdent. Et donc on fait exister en même temps des instants qui dans la réalité n'existent pas ensemble. Autrement dit, on fait comme si le temps avait les mêmes propriétés que l'espace. Par exemple, la longueur de ce pupitre-là, elle est constituée de points dans l'espace qui existent ensemble. Mais une durée donnée, elle est constituée d'instants de durée nulle qui n'existent pas en même temps. Donc, dit Kant, le temps tel qu'on représente a des problèmes de ligne. Cette ligne représente le temps d'une façon qui ne lui rend pas justice. Et si par exemple vous prenez sur cet axe des temps l'instant T, dont vous dites que c'est le présent, c'est l'instant de notre présence. Quand vous êtes à l'instant T, les instants d'après, donc les instants du futur, est-ce qu'ils existent déjà quelque part à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'au moment où vous êtes présent, à l'instant présent, les instants du futur sont encore dans le néant et ne deviendront réels que quand le présent, grâce au passage du temps, aura permis de les atteindre? Pareil pour les instants du passé. Est-ce qu'ils existent encore ailleurs que là où vous êtes, où vous n'êtes plus? Ou est-ce que le passé, c'est le néant? Vous
Autrement dit, quand vous pensez à un instant présent, est-ce que vous devez le penser ou l'imaginer comme étant ceinturé par du néant, à sa gauche et à sa droite, dans son passé et dans son futur? Ou est-ce que vous devez imaginer que l'instant présent parcourt une droite qui existe de toute éternité? Eh bien, notre façon de représenter le temps ne répond pas à cette question. Alors vous me direz que la physique de Newton, qui a prévalu à cette représentation, elle est morte dans d'atroces souffrances en 1905, quand Einstein a développé une théorie de la relativité, qu'on appelle restreinte, pour laquelle le bon cadre pour penser ces questions, c'est non pas le temps et l'espace, mais ce qu'il a appelé l'espace-temps, avec un tiret entre les deux. L'idée, c'est que quand vous êtes dans un référentiel, par exemple ce théâtre, bah vous mesurez les longueurs avec un double décimètre, les durées avec une horloge. Et ce que montre Einstein, c'est que pour quelqu'un qui sera en déplacement rapide par rapport à nous, il y a une partie de ce qu'on mesure avec une horloge que cet observateur mesurait avec un double décimètre et réciproquement. Autrement dit, la frontière entre l'espace et le temps n'est pas fixe, elle est poreuse selon la dynamique des observateurs. Et il y a une façon d'interpréter cette théorie de la relativité qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. C'est l'idée que l'espace-temps, en fait, ça constitue une sorte d'arène qui est présente de toute éternité. Donc dans cette arène, tous les événements du passé, du futur, le présent, existent en même temps. Ils sont caractérisés par des coordonnées, 3 d'espace, 1 de temps. Et ce qu'on appelle le présent, c'est l'endroit où se trouve notre présence dans l'espace-temps. C'est notre présence qui détermine ce qu'on appelle le présent. C'est un présent local, ce n'est pas un présent de l'univers, c'est plus compliqué que ça, mais l'intérêt de la doctrine de l'univers bloc, c'est de dire qu'en fait, le passé intégralement existe encore, sauf qu'il se trouve ailleurs que là où nous sommes. Par exemple, la migraine que j'avais hier, elle existe encore dans l'espace-temps. Mais elle ne me fait plus mal parce que j'ai quitté l'endroit où elle se trouve. De même, les événements du futur, ils sont tous déjà là. D'accord ? Et en suivant ma ligne d'univers, en évoluant dans l'espace-temps, je vais rencontrer une suite d'événements déjà constitués qui constitueront ce que j'appelle le futur, ou ce que j'appelais le futur, qui vont dépendre de ma trajectoire dans l'espace-temps. Donc dans cette configuration, le futur existe déjà dans l'avenir et se trouve simplement dans l'espace-temps à un autre endroit que l'endroit où nous sommes. Bon. Alors cette thèse, évidemment, ne fait pas l'unanimité, elle est contestée par des physiciens qui mettent plutôt en avant ce qu'on appelle la physique quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui, eux, militeraient pour dire que finalement, au nom d'une sorte de présentisme, on doit considérer que le futur n'existe pas encore. Tant qu'il n'advient pas en tant que présent, il gît dans le néant. Et nous qui sommes des humains, qui devons vivre, nous n'avons pas le temps d'attendre que les physiciens se mettent d'accord. Et donc, ce que nous devons faire, c'est une habile synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. C'est-à-dire, on va dire d'une part, oui, il y aura du futur. Il y aura du futur, ça c'est ce qu'on prend de l'univers bloc. Et on prend du présentisme le fait que ce futur n'est pas encore déterminé. Il y a encore de la place pour le jeu, pour le désir, pour le projet, pour la volonté, pour la construction, pour l'élaboration d'un futur qui soit à peu près conforme à ce qu'on souhaite qu'il soit. D'accord ? Et évidemment, quand on pense au futur, on se trouve devant un monde qui est par essence incertain. Alors Emmanuel Kant, que je citais tout à l'heure, a dit également « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter ». Bon, à vrai dire, moi, je n'ai pas réussi à retrouver les références exactes de cette citation. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a dit ça. Je ne sais pas d'ailleurs si cette définition mesure vraiment l'intelligence, plutôt la confiance en soi. Hein. L'intelligence d'un individu, dit-il, se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Bon, est-ce que c'est ça vraiment la définition d'intelligence ? J'en suis pas tout à fait sûr, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que nous,
en 2025, nous sommes devant des incertitudes de type très spécial. Par exemple, nous ne pouvons pas savoir, grâce à nos seules connaissances scientifiques, ce que nous devons faire d'elles. Pendant très longtemps, pendant 4 siècles, cette période qu'on a appelée la modernité, la science était enchâssée dans l'idée de progrès. Et donc si la science permet de faire ceci ou cela, on le fait, on verra bien. En tout cas, la science est le moteur de l'idée de progrès, c'est la science avec la technique qui lui est sous-jacente, qui permettra d'avancer et de faire un futur différent de notre présent, et si possible meilleur. Aujourd'hui, on a compris que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités technologiques qu'elle nous donne. Par exemple, la physique nucléaire vous dit comment construire un réacteur nucléaire. La génétique vous dit comment faire des OGM. Les informaticiens, les algorithmiciens, les mathématiciens sont capables de faire une intelligence artificielle qui ne nous dit pas quelles sont les décisions que nous devons lui déléguer. C'est à nous d'en décider. Et quand il s'agit d'en décider, on voit qu'on n'est pas tous d'accord. Parce que ça devient beaucoup plus une affaire de valeurs qui s'entrechoquent que de principes qu'on respecte. Et donc, on n'est pas aidé en cela par le fait que, comme l'avait d'ailleurs remarqué Paul Valéry, un ingénieur, en général, il sait ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Autrement dit, on n'est pas capable de prédire quand on fait une invention technologique, ou bien quand on fait une découverte scientifique, on n'est pas capable de dire comment la société, bien plus tard, se servira de cette invention ou de cette découverte. Est-ce que ça sera bien, pas bien? On n'est pas capable de le dire à l'avance. Bon. Mais on est aussi peu aidé en la matière par le fait que, et c'est un truc qu'on a montré avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, que vous devez connaître, avec un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Donc on a pris comme base de données les discours institutionnels, politiques, d'organismes de recherche, en remontant très loin dans le passé. Et ce qu'on a regardé avec ces logiciels, c'est la fréquence d'occurrence du mot progrès dans les textes. Et ce qu'on a vu, c'est des choses que notre oreille avait déjà notées. D'abord, le mot progrès a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Seconde Guerre mondiale et il a commencé à décliner en fréquence en 1980, en France. D'autres ont fait la même étude dans d'autres pays européens, dans d'autres langues, et partout, le mot progrès a commencé à décliner en fréquence, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, à des périodes à peu près voisines de celles qu'on a observées en France. Et au moment où le progrès décline en usage, apparaît dans la langue française un mot très ancien qui avait été complètement abandonné et qu'on a utilisé pour remplacer le mot progrès qui disparaissait. Et ce mot ancien, c'est le mot innovation. Et la courbe qu'on a obtenue montre que le progrès qui descend a croisé l'innovation qui monte en 2003. Et le mot progrès a été complètement liquidé en un quinquennat entre 2007 et 2012. Et aujourd'hui, il a complètement disparu des discours publics. Donc on pourrait se dire, mais c'est simplement une permutation. On a remplacé un vieux mot par un mot plus récent, alors qu'en fait, le mot progrès, le verbe progresser, en tout cas, il est très ancien, mais c'était pendant très longtemps un verbe spatial. Quand on disait, quand César, par exemple, disait « nos armées progressent », il voulait dire qu'elles avançaient dans l'espace. Il ne voulait pas dire qu'elles étaient en train d'améliorer la qualité de leur matériel. Et l'idée de génie des philosophes des Lumières, qui ont théorisé l'idée de progrès, c'est de dire, finalement, si on peut avancer dans l'espace, peut-être qu'on peut aussi avancer dans le temps. Et croire au progrès, finalement, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser un futur complètement inaccessible, de penser un monde qui n'existe pas, d'imaginer une sorte de réalité complètement inventée. Il s'agit de penser à un monde futur qu'on pense pouvoir atteindre
notamment grâce à la science. Et il faut que ce projet ou cette projection soit également attractive, parce que le progrès n'est pas automatique. Pour le faire advenir, il faut travailler. Il faut travailler à le réaliser. Kant, le même que tout à l'heure, dans un petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dit cette phrase étonnante, il dit « L'idée de progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. Elle est consolante, dit-il, une première fois, parce qu'elle nous permet de supporter les malheurs du présent, au motif que nos enfants vivront mieux que nous. Mais, ajoute-t-il, elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. » Alors, ce qu'il appelle le sacrifice, c'est en fait le travail. Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus vraiment de philosophie de l'histoire. Parce que l'idée kantienne du progrès suppose qu'on ait une sorte de philosophie de l'histoire. Pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait tenter d'analyser. Par exemple, il est vrai qu'aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, je ne parle pas des scientifiques qui travaillent en cosmologie, en physique des particules, qui eux continuent de nous faire rêver, avec des trous noirs, des bosons de Higgs, des ondes gravitationnelles. Je vous parle des scientifiques qui travaillent sur le climat, la biodiversité, la pollution, des mers, des sols, de l'air, etc., des ressources en énergie. Quand ils nous parlent du futur, c'est crédible, mais ce n'est pas attractif. Et donc l'idée même de progrès est prise en porte-à-faux. Simplement, l'idée de progrès, elle s'appuie sur l'idée que le temps qui passe, il est constructeur. Il est notre allié, en fait. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. En somme, croire au progrès, c'est penser que plus de temps aura passé dans le futur, mieux ça ira. Or, aujourd'hui, on a quasiment abandonné cette conception du temps. Et d'ailleurs, le remplacement du mot progrès par le mot innovation, il n'est pas du tout neutre. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais il est assez facile de montrer que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès, et même la contredit. Pour le voir, il suffit de faire un peu d'étymologie, de regarder l'histoire du mot. Le mot innovatio, en bas latin, il apparaît au XIVe siècle. C'est un terme du vocabulaire juridique. Ce qu'on appelait à l'époque une innovatio, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Vous signez un contrat, des choses changent dans la périphérie du contrat, et vous signez une innovatio pour que le contrat demeure valable malgré ces changements. Et là, on voit déjà que c'est signe de mauvais signe, parce que l'innovation est associée à un principe de conservation. L'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas. Après, le mot va circuler dans d'autres secteurs. On le retrouve notamment dans Le Prince de Machiavel. Et il n'a pas du tout la connotation technique qu'on lui donne aujourd'hui. Machiavel, dans Le Prince, explique que le prince, quand il a le pouvoir, il doit faire comme font les princes. Des enfants, des fêtes, des guerres. Mais si son pouvoir est menacé, alors il doit innover. Donc là encore, on retrouve l'idée que l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour conserver. Et celui qui, pour la première fois, va associer l'innovation et la technique, c'est un Anglais, Francis Bacon, XVIIe siècle, celui-là même auquel Kant avait dédié la critique de la raison pure, qui a écrit un ouvrage intitulé « Essais et conseils civils et moraux ». Ouvrage traduit en français chez Vrin, à Paris, que vous pouvez donc lire. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Et moi, je le donne à lire à mes étudiants, sans leur dire qui l'a écrit, ni quand il a été écrit. Et je leur demande, à votre avis, quel est l'auteur de ce texte ? Ils me disent, certains, c'est Alain Minck, d'autres, c'est Jacques Attali, etc. Autrement dit, Francis Bacon, au XVIIe siècle, c'est-à-dire avant les Lumières, parle de l'innovation comme nous. Et ça, c'est signe de mauvais signe, encore une fois.
Ça veut dire que nous parlons l'innovation comme on en parlait avant le siècle des Lumières. Qu'est-ce que dit Francis Bacon? C'est que le temps qui passe, il aggrave les défis, il aggrave la situation, et il augmente l'intensité des difficultés qui se présentent à nous. Comment faire pour que le mal ne l'emporte pas à la fin? Réponse de Francis Bacon, l'innovation technique. L'innovation technique nous permet de pallier les dégâts que produit le temps qui passe. Il ajoute même qu'il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation est perçue par les populations comme une étrangère. Elle est donc rejetée. Il ne faut pas innover trop lentement, dit-il, parce que sinon les dégâts irréversibles produits par le temps qui passe deviennent irréparables. Et donc, il conclut en disant qu'il faut innover au rythme du temps pour conserver le monde. Donc, oui, moi, j'ai rien contre l'innovation, évidemment. Par contre, je trouve que nos façons d'en parler sont assez mortifères, puisqu'elles consistent à dire que c'est l'état critique du présent qui doit servir de référence. On est obligé d'innover, sinon ça va mal se passer. C'est l'état critique du présent qui sert de justification, et non pas une certaine idée positive qu'on aurait du futur qui réclamerait de telles actions. Autrement dit, l'idée de progrès, elle était lamarckienne, on avait un but. L'idée d'innovation, elle est plutôt darwinienne. On innove parce que voilà, les hasards de la technologie permettent de le faire. Alors, pour vous convaincre qu'on est vraiment dans cette ambiance-là, quand l'Europe, en 2010, qui a auparavant été gérée par ce qu'on appelait le traité de Lisbonne, qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. En 2010, on se rend compte que c'est bien la connaissance, mais il faut aussi alimenter l'économie, doper les entreprises, faire face à la baisse de compétitivité qui vient de la concurrence étrangère, etc. Et donc l'Europe a décidé de changer de statut et de devenir ce qu'on appelait l'union de l'innovation. L'horizon 2020, comme on disait. Et voilà les premières lignes du document, qui sont presque un plagiat de Francis Bacon. L'Europe a compris que la compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui chaque jour se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé ou de vieillissement de la population. Alors comme j'ai vu que, enfin j'y vois pas grand-chose, mais je crois que dans la salle il y a des jeunes. Et je voudrais leur dire ceci, il y a quand même une très grande différence entre ma génération, lorsqu'elle était jeune, et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Moi j'étais adolescent dans les années 70, à une époque où le mot progrès était très présent, et où l'an 2000 servait d'horizon projectif. Et donc tous les magazines pour adolescents de l'époque, qui s'appelaient Tintin, Pilote, Spirou, chaque semaine déversaient dans les boîtes aux lettres des magazines dans lesquels l'an 2000 était représenté. Il était représenté sous la forme souvent de bandes dessinées, qui nous expliquaient comment on allait travailler, circuler, communiquer, se divertir, se nourrir en l'an 2000. C'était en général très attractif. Et il était représenté au sens aussi où il était mis dans notre présent. Donc chacun d'entre nous pouvait imaginer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et le futur qui nous était annoncé à l'avance. Et ça procurait une forme de confort psychique, au point d'ailleurs que certains de mes camarades étaient pressés d'être en l'an 2000. Il y avait une hâte dans l'an 2000. Je ne suis pas sûr que tous avaient fait la relation entre cette hâte et le fait que s'ils étaient projetés en l'an 2000 immédiatement, ils prendraient un coup de vieux. Mais il y avait une impatience qui n'existe plus toujours aujourd'hui du tout. Il y a peu de gens qui sont impatients de 2050.
Il y a un sondage européen, puisque Sven parlait de sondage, qui date de 2023, qui montrait que seuls 17% des Européens, des jeunes Européens, avaient envie de vivre dans le futur. La question était stupide, évidemment, parce qu'ils ne vivront pas ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'impatience. Autrement dit, on n'arrive pas à fabriquer un horizon projectif dans le futur, à long terme, qui ait la même puissance d'attraction qu'a pu avoir l'an 2000 pour ma génération. C'est peut-être un phénomène qu'on peut comprendre avec des arguments psychologiques que j'emprunte à l'alpinisme. Quand vous escaladez une montagne, le but, c'est le sommet. Et dans l'ascension, il n'y a pas trop d'état, il n'y a pas vraiment d'état d'âme. On est complètement polarisé vers l'objectif. Il y a une sorte d'union entre le corps et l'esprit qui vont ensemble pour réaliser ce qui a été décidé. On atteint le sommet, petite joie éphémère, quelques photos, et après il faut redescendre. Et la descente, elle nous éloigne physiquement et psychologiquement de l'objectif. On perd de l'altitude et en même temps on s'éloigne psychologiquement de ce qui avait été notre objectif, qui était le sommet et pas la descente. En plus, elle fait mal aux genoux. Et moi, je connais peu d'alpinistes qui, dans les phases de descente des montagnes, qui viennent de gravir, fabriquent un nouveau projet d'ascension. Et il me semble qu'on est un peu dans cette situation. On a passé l'an 2000 comme on a atteint un sommet, et on est dans la phase de descente. D'accord ? Avec l'idée d'un temps corrupteur, comme je l'appelais tout à l'heure, avec aussi, chez nos concitoyens, ça se mesure aussi, une forme de pessimisme incroyable. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut être pessimiste ou optimiste, parce que dans les deux cas, c'est des doctrines de l'inaction. Un optimiste, c'est quelqu'un qui dit ça va s'arranger, et qui donc ne fait rien. Et le pessimiste, il ne fait rien non plus parce qu'il pense que c'est foutu. En plus, il y a cette définition de l'optimisme que j'aime beaucoup, de Jean Dormesson, qui disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Eh ben non, il faut faire des mots croisés avec un crayon et une gomme. D'accord ? Et donc la question c'est comment est-ce que, pour les jeunes générations, nous pouvons tracer un axe du temps, voilà, qui donne un sens aux actions présentes. Moi, j'observe, en discutant avec des jeunes étudiants que je rencontre, ou bien des jeunes scientifiques qui veulent faire des thèses au CEA, où je travaille, leurs questions, c'est de plus en plus des questions qui contiennent l'expression « pourquoi ». Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ces recherches ? Et pourquoi ils l'écrivent en 2 mots ? Pourquoi ? Quel est le but ? Et il me semble que le devoir de la politique, c'est de proposer à long terme un projet de société qui permette de décider ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Voilà. Décider ce que nous voulons collectivement en tenant compte de ce que nous savons. Et là, je vous laisse mesurer l'écart qu'il y a entre ce que je viens de dire comme ambition politique et puis la pratique. Je ne vais pas commenter, mais il se trouve que j'étais en province ces derniers temps, donc quand je suis en province, je suis à l'hôtel. Quand je suis à l'hôtel, c'est les seules occasions où je regarde un peu la télévision. J'ai assisté à des débats parlementaires récents, là. Et bon. Et ce qui a changé aussi, c'est, et je l'avais exprimé dans un livre que Sven Ortoli avait rédigé avec d'autres sur le risque, notre rapport au risque, il a complètement changé en quelques décennies. Pendant très longtemps, le risque a été considéré comme le prix à payer pour faire advenir le meilleur. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc si on avance, on innove, on invente, on crée des nouvelles choses, et créer des nouvelles choses, par définition, c'est inventer de nouveaux risques. Mais ces risques, on doit les accepter au motif que ces nouvelles choses vont nous amener à terme vers le progrès. Alors qu'aujourd'hui, le risque est beaucoup plus pensé comme le symptôme d'un dérèglement généralisé
et même comme l'annonce des apocalypses futures. Pour illustrer cette variation et même ce renversement dans notre façon de concevoir les risques, je vous propose de vous lire quelques citations qui sont dans l'ouvrage dont je viens de parler, qui a été donc édité par Sven Ortoli, à propos d'un accident qui s'est produit en France, le premier gros accident de chemin de fer, qui s'est produit sur la ligne entre Paris et Versailles le 3 mai 1842. Non, c'était, pardon, le 8 mai. Le train a déraillé au niveau de Meudon, incendie. Les portes des wagons étaient plombées pour empêcher les suicides au moment du franchissement du viaduc avant Versailles. Il y a eu au moins 55 morts carbonisés, des centaines de blessés, et ça a créé un débat dans la presse. Et on peut collectionner, on peut trouver même sur Internet beaucoup des articles qui ont été écrits à l'époque pour commenter cet accident. Et assez vite, la tonalité vient dire, des journaux, des articles, dire « mais cet accident, il est pédagogique. Grâce à lui, on va pouvoir éviter qu'il se reproduise. » Je cite par exemple un journal des débats politiques et littéraires. 3 jours après l'accident, le drame de Meudon est l'un de ces accidents exceptionnels, inouïs, mais dont les populations ne devraient pas s'effrayer outre mesure, puisque le progrès technique et des précautions supplémentaires devraient permettre de les éviter. 2 jours après, le journal de Rouen, le malheur de Meudon, quelque intense et considérable qu'il soit, ne peut et ne doit pas dégoûter des chemins de fer. Il fera prendre plus de précautions et l'on déduira d'importants enseignements des circonstances même de la catastrophe. Et celui qui va clore l'affaire, ça veut dire qu'il n'y aura même plus de débat dans la presse, c'est Lamartine, le poète, parce qu'il est député à l'époque, il est député à la Chambre, et il va tenir un discours quelques jours après le drame qui se termine ainsi. « Je ne voulais pas finir sans prononcer un mot en présence du funèbre événement qui est venu jeter un crêpe sur toute la discussion. Il semblerait en effet que la Providence veuille faire payer à l'homme par de cruels sacrifices chaque nouveau développement de son génie, chaque progrès de son industrie. Quelque profonde que soit la sympathie de la Chambre pour ces tristes catastrophes, sympathie, ça veut dire empathie à l'époque, elle ne doit pas se décourager, ni laisser décourager le pays. La civilisation a aussi ses champs de bataille. Il faut que des hommes y tombent pour faire avancer les autres. » Et il conclut en disant, à propos des victimes, « Plaignons-les, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. » Autrement dit, ce n'est pas une catastrophe qui va arrêter la marche du progrès. Bon. Aujourd'hui, si un tel accident se répétait, un député qui tiendrait le même discours à l'Assemblée aurait sans doute peu de chances d'être réélu. Et donc, moi je suis bien conscient du fait que nous vivons dans un monde, ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec l'atmosphère. Ce monde nous alerte sur toutes sortes d'urgences, climatiques, etc. Et on comprend bien que les urgences en question mobilisent notre attention et nous enferment dans une forme de présentisme. D'ailleurs, quand vous regardez les actualités, à la télévision, comme sur les chaînes d'information continue, on ne vous parle que du présent et que de ce qui se passe dans le monde. On s'est quasiment déconnecté de l'univers. D'ailleurs, on ne voit plus la Voie lactée à cause des pollutions lumineuses. Et j'ai eu récemment une discussion avec Thomas Pesquet, l'astronaute, sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut réinstaller dans un monde qui est colonisé par l'urgence un désir de futur? Il ne s'agit pas de dire que le futur sera agréable. On sait que les températures vont monter, qu'il va y avoir toutes sortes de phénomènes connexes au changement climatique qui seront très douloureux. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile et qu'on prévoit que ça sera difficile qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas l'anticiper, qu'il ne faut pas se battre. D'ailleurs, quand on sait ce qu'on a à faire dans la vie, en général, ça va bien, même si ce qu'on a à faire est difficile. Et on se faisait tous les deux la même remarque, à savoir que lorsqu'on parle de projet,
prononce de projets scientifiques à très long terme, on prononce des discours qui sont reçus avec une certaine indifférence ou un certain scepticisme par ceux qui les écoutent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au CERN à Genève, on fait de la physique des particules, on fait des collisions de protons à haute énergie pour voir ce qui se passait dans l'univers primordial. C'est avec cette machine qu'on a découvert le boson de Higgs en 2012. Mais évidemment, il y a un projet pour la suite. Il a déjà un nom, il est calculé, dessiné, conçu. Il s'appelle le FCC. C'est l'acronyme en anglais de Futur Collisionneur Circulaire. Donc il s'agit de creuser un tunnel de 92 km de circonférence à partir de Genève. Il va passer... Je dois m'arrêter ou... Bon. Il va passer en partie sous lac de Genève, ensuite tangenter la chaîne des Aravis, pour ceux qui connaissent. Et s'il est décidé maintenant, ce qui n'est pas du tout gagné, il entrera en service en 2050 pour une première phase avec des électrons et en 2070 pour une seconde phase avec des protons. Et on observe que quand on parle de ce projet à des élus locaux, aux États membres, à l'Assemblée nationale, c'est considéré comme un projet quasiment fictif, au motif qu'il a un planning qui s'étend très loin dans le futur. Vous voyez bien que plus on s'interdira de se projeter dans le futur, plus le futur sera en jachère intellectuelle et en lévitation politique. Plus l'urgence nous prendra, et plus l'angoisse du futur deviendra forte, au motif que le futur n'est pas colonisé par des récits qui donnent un sens à nos actions. Et donc je pense que ce sera ma conclusion provisoire, et je vous laisserai réfléchir là-dessus et poser des questions. Notre rôle, je parle des plus anciens, mais les jeunes sont évidemment invités à contribuer, c'est de tenter collectivement de définir, non pas en faisant des prédictions, mais en donnant des perspectives indiquant ce que nous voulons pour le futur, en tenant compte de ce que nous savons, je répète. Mais ça suppose de s'accorder sur ce que nous savons. Et c'est là que réside mon pessimisme. C'est seulement là. Quand je vois l'effondrement de la culture scientifique en France, je ne parle même pas de ce qui se passe aux États-Unis, où le réel, où la vérité scientifique n'ont aucun poids. Chacun peut dire sur les questions scientifiques absolument n'importe quoi, sans en payer le discrédit lorsqu'on constate qu'il s'agit de mensonges. Et la question, c'est quand on met dans une société donnée comme la nôtre la liberté très au-dessus de la vérité, voilà, ça veut dire que chacun est libre de dire des choses fausses à sa guise. Quand la liberté est mise au-dessus de la vérité, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un projet commun? Je vous donne juste un exemple. Imaginons, c'est une expérience de pensée, enfin, j'espère. Imaginons qu'un jour, il y ait 50% de Français qui pensent que la Terre est plate. Comment est-ce qu'on pourra décider ensemble d'un projet de satellite? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Étienne. Je crois qu'il y a 2 micros qui se promènent dans la salle. Enfin, qui se promènent, ils vont se promener. Ça, je vous vois un petit peu mieux, mais pas encore tout à fait. Voilà, si je me mets là, c'est mieux. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Où sont les... Bon, ça sera moi, alors. Je vous la porte en essayant de ne pas me casser la figure au passage.
Bonjour et merci pour votre exposé. Moi, j'ai lu pas mal de publications sur l'évolution des rubans des courants marins. Et il ne semble pas que ce soit optimiste, que ce soit le CNRS, que ce soit d'autres personnes qui publient dans ce domaine. Et j'ai l'impression qu'on ne fait rien. Bien qu'on ait des conclusions de ces gens qui disent « mais attention, ça va drôlement modifier notre vie » avec un impact dans peut-être 40-50 ans. Et on ne fait rien. Pourquoi ? Il n'y a que les chercheurs qui sortent des publications qui ne paraissent pas idiotes, qui restent dans leur coin, et politiquement, on n'en parle même pas. Mais parce qu'on est tout à fait capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous avons. Voilà. Regardez le changement climatique, les climatologues disent la même chose depuis 40 ans. Ils précisent leur discours, mais le thème général de leurs propos, c'est le même depuis 40 ans. Mais on a développé toutes sortes de stratagèmes pour ne pas croire ce que nous savons, parce que les vérités qu'ils mettent au jour sont des vérités qui dérangent. Il y a un texte que vous avez sûrement lu de Thomas Hobbes qui s'appelle le Léviathan. Dans ce texte qui date du XVe siècle ou XVIe siècle, je ne sais plus, enfin j'y étais pas, il dit ceci, il dit c'est étonnant, mais personne ne songe à mettre les livres de géométrie au bûcher. Il dit, mais c'est parce que les théorèmes de géométrie, par exemple le théorème de Pythagore, il ne dérange personne. Mais si le pouvoir des princes, dit-il, était dérangé par les théorèmes de géométrie, les livres de géométrie seraient brûlés au bûcher. Autrement dit, les vérités qui dérangent sont contestées. J'ai parlé du boson de Higgs dans mon exposé. En 2012, il a été découvert. Moi, j'ai été étonné que cette découverte n'ait été contestée par personne. On n'a pas vu paraître en librairie de livre intitulé « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Alors que le boson de Higgs, c'est quand même un truc qu'on ne voit pas à l'œil nu. Pour le détecter, il faut utiliser toutes sortes de médiations techniques, théoriques entre un événement pur et puis la façon dont une sorte de lignée technologique le reçoit et l'interprète. Donc c'est un truc pour lequel on peut douter, enfin en tout cas demander des précisions. Personne n'a remis en cause l'existence du boson de Higgs. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai plutôt été content que cette vérité scientifique ne soit pas contestée. Jusqu'au moment où j'ai compris que mon analyse était fausse, elle n'a pas été contestée parce que tout le monde s'en fout. Parce que cette vérité scientifique n'oblige à changer aucun de nos comportements, ni nos façons de penser, on s'en fiche, et donc on ne la conteste pas. Maintenant, le truc qui est apparu au grand jour pendant le Covid, en tout cas moi ça m'a éclairé, c'est le fait que dans nos discours, nous confondons la science et la recherche. Voilà. La science et la recherche, ça n'a quasiment rien à voir. Hein. Ça se touche, mais ça n'a rien à voir. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. La Terre est ronde, l'atome existe, l'espace est en expansion, les espèces vivantes évoluent. C'est bon, ça. Vous avez le droit de contester ces résultats, mais vous ne pouvez le faire qu'avec des arguments scientifiques. Et pour la forme de la Terre, je vous souhaite bon courage. Non ? Vous ne pouvez pas les contester avec votre ressenti, vos préjugés, vos croyances, ni même avec vos connaissances, si elles ne sont pas adaptées au sujet. Ça, c'est la science. Mais la science pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier. Ce n'est pas le doute du sceptique. C'est le doute de celui qui sait qu'il ne sait pas. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On n'en sait rien. Les physiciens ne le savent pas, et ils ont l'outrecuidance de penser que les non-physiciens ne le savent pas non plus. Et donc, ils font des recherches. Et vous voyez, quand on confond la science et la recherche, comme on le fait tout le temps, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science, c'est le doute. Et si en plus je vois à la télé des gens qui ne sont pas d'accord,
si je vois une sorte de confusion organisée, pourquoi moi, avec mes connaissances, mes croyances, je ne pourrais pas dire ourbi et orbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui fait controverse. Donc pour moi, là, il y a une sorte de tromperie sur le doute, parce qu'il distille une forme de relativisme qui engendre lui-même une paresse intellectuelle. Si la connaissance civique est douteuse, bah pourquoi je la prendrais? J'attends qu'il soit démontré qu'elle est fausse. Il y a un très beau texte qui a été écrit par un philosophe britannique, Bernard Williams, qui s'appelle Véracité et vérité, qui date de 2006, si ma mémoire est bonne, dans lequel il dit, dans nos sociétés postmodernes, où justement il n'y a plus l'idée de progrès, il y a deux courants de pensée qui coexistent, qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui normalement devraient se combattre, mais qui par un effet pervers se renforcent mutuellement. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. On est tous allés à l'école, on est formés, éduqués, informés, et on ne veut donc pas être dupe des discours officiels. Et on veut vérifier si un discours nous est tenu par le pouvoir, par des organisations officielles. On veut vérifier que ce qui nous est dit parce que c'est vrai, et non pas parce que ceux qui le disent ont intérêt à le dire. Donc c'est simplement le souci de ne pas être dupe. Évidemment, ce souci il est parfaitement légitime en démocratie, et plus encore en dehors des démocraties. Même si dans ses formes radicales, il aboutit aux théories du complot. Bon. Alors ce désir de véracité, normalement, il devrait aboutir à l'identification de la vérité. On mène une enquête, et à la fin, on sait si ce qui a été dit est vrai ou faux. Et ce que montre Bernard Williams dans cet ouvrage, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que le désir de véracité, qui va déclencher dans la société tout entière ce qu'il appelle un esprit critique généralisé, qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Autrement dit, le désir de véracité va provoquer une déflation de l'idée même de vérité. Par exemple, si moi je vous annonce une vérité sur la science ou n'importe quoi d'autre, vous allez me dire, mais est-ce que cette vérité n'est pas partielle, instrumentalisée, éphémère, culturelle, factice, relative, etc., etc. Autrement dit, le désir de véracité va déclencher un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et donc, paradoxalement, ça fragilise l'idée même de vérité. Et je pense qu'on est en plein dans ce climat, et c'est peut-être là qu'il y a un effort à faire pour que la distinction entre le vrai et le faux soit davantage marquée dans les discours publics. Si ça vous intéresse, à l'Académie, on a aussi publié un rapport il y a quelques mois, en décembre 2024, que vous trouvez sur le site de l'Académie des technologies, qui s'appelle IA générative et désinformation. On a auditionné des experts pendant des mois, des neuroscientifiques, des spécialistes d'algorithmique, parce que vous savez que les algorithmes sont conçus pour maximiser la capture de l'attention. Et ce n'est pas avec le vrai qu'on capture le mieux l'attention des gens. C'est beaucoup plus avec le faux. Il y a ce que Umberto Eco appelait la force du faux. Le faux, c'est une gourmandise, c'est une friandise. Le faux, en général, il est plus spectaculaire que le vrai. Le vrai, il est souvent déceptif, il est compliqué. Et notre esprit, notre cerveau, il n'aime pas être contredit. Voilà. Ce n'est pas lié au numérique, ça. Notre cerveau, il n'a jamais aimé être contredit. Avant le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro. Les gens de droite ne lisaient pas l'Humanité. Parce que lorsque vous lisez le journal, vous voulez que ce qu'on vous raconte soit conforme à votre propre lecture du monde. Je ne parle pas du journal, là, je parle du vrai monde. Et si vous êtes choqué par la façon dont votre journal rapporte les événements, vous changez de journal. Mais dans le monde numérique, c'est encore pire parce que la force du faux est dopée par les algorithmes. Les algorithmes, ils connaissent vos comportements numériques, connaissent vos tropismes
culturelles, philosophiques, politiques même, vos habitudes de consommateur, et savent exactement ce qu'il faut vous donner pour capturer votre attention. Et ce n'est pas en contredisant ce que vous pensez qu'ils vont la capter. C'est au contraire en vous alimentant en biais de confirmation. Donc les conclusions du rapport, elles sont assez terribles, parce qu'elles montrent que quand le faux se propage librement, à cause de nous, à cause de nos cerveaux. En fait, nos cerveaux, ils ont été constitués dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir prendre des décisions en l'absence d'informations. Essayez d'imaginer la quantité d'informations qu'avait un Parisien au XIXe siècle. Je parle d'un Parisien qui lit les journaux. Qu'est-ce qu'il avait comme information chaque jour, en quantité? Déjà rien sur la province, ça n'avait pas le temps d'arriver, etc. Et nous, on est abreuvés d'informations. Et on a exactement le même cerveau qu'un Parisien ou un Français du XIXe siècle. Donc tous les biais cognitifs issus de notre évolution sont toujours actifs. Sauf qu'ils étaient là pour pallier le manque d'informations. Ils doivent maintenant gérer un surplus d'informations. Ils sont en panique. Ils sont complètement en panique. Et donc notre cerveau, il est prompt à décider ce qui est vrai pour lui, sans jamais vérifier par un travail d'enquête ce qu'il en est vraiment. Faites pas ces têtes. Il y a une question au fond là-bas à gauche. Merci. Ça marche ? Oui, nous sommes à peu près de la même génération, à quelques années près, et on ne parlait pas non plus, par exemple, comme vous dites, nous n'avions pas autant d'informations que les jeunes maintenant. Et il y a une chose, par exemple, moi je n'avais, en tant qu'amateur, je ne suis pas du tout scientifique, dont je n'avais pas entendu parler, entre autres, c'est le rapport Meadows, par exemple. Et je pense qu'à l'époque, si j'en avais été informée, peut-être que mon orientation de vie aurait été différente. Et je trouve qu'en ces jours où on parle de l'intelligence artificielle, et je trouve, on n'en a pas parlé ce matin, par exemple, on ne parle pas ici de la matérialité de cette soi-disant intelligence artificielle. C'est-à-dire, et ça m'a impressionné hier où j'ai assisté au débat à la salle des illustres, j'en ai rêvé cette nuit, parce que l'année dernière, dans la même salle, nous avions eu un débat avec Malcolm Ferdinand et un autre intervenant qui nous avait parlé des ravages de l'esclavage et des ravages de, je ne sais pas, le développement de la canne à sucre, de la banane dans les îles. Et je ne pense pas que mes ancêtres qui étaient en Europe à l'époque avaient la volonté de nuire aux Africains qu'ils envoyaient là-bas. Et je me dis que quand on n'est pas scientifique, je ne demande qu'à vous croire, mais comment vivre cette matérialité sans nuire aux générations à venir? Vous parlez de la province, ça se voit encore mieux en Provence qu'à Paris. Quand vous avez un data center qui s'installe ou même un entrepôt Amazon, eh ben vous réfléchissez avant d'ouvrir ou d'envoyer une photo à votre petit-fils ou petite-fille. Enfin, et puis là, on vient d'apprendre qu'en Arizona, c'était aux informations Antenne 2. Je ne vous parle pas de réseaux sociaux que je n'utilise pas. On voyait une agricultrice qui disait « Je ne peux plus cultiver parce que je n'ai plus d'eau, mais le data center que vous voyez là de X hectares, lui, prend toute l'eau. » Je me dis, le jour où ça arrivera à Agen, je vais faire des efforts pour faire mon potager. Et en attendant, on va laisser Étienne répondre. Alors, on est aux rencontres Michel Serres, et moi je me souviens d'une phrase de Michel Serres qu'il avait écrite, mais qu'il avait surtout dite lorsqu'on travaillait ensemble au Trésor des Sciences, à la rédaction de ce dictionnaire. Il avait dit « Il ne dépend plus de nous que tout ne dépend que de nous ». Alors, on peut le dire autrement, c'est-à-dire on a compris que ce qui va se passer dans le futur va dépendre de ce qu'on va faire, et même de ce qu'on a fait dans le passé. Et comme on ne sait pas dire ce qu'on va faire, on ne sait pas dire ce qui va se passer.
Et c'est ça qui met le futur en lévitation. Là, vous parlez de l'IA. L'IA, évidemment, c'est une révolution anthropologique qui change notre rapport à la connaissance, aux autres. Ça crée une forme d'entropie chronodispersive, au sens où chacun maintenant est absorbé pour qu'il ait son attention par ce qui se passe pour lui avec ses écrans. Mais le mot intelligence dans IA, ce n'est pas le mot français, c'est le mot anglais. Et intelligence en anglais, ce n'est pas la même chose qu'en français. En anglais, c'est la gestion des données et le traitement de l'information. Donc l'IA, en fait, c'est le nouveau mot pour dire ce qu'on appelait autrefois la cybernétique. L'IA, elle ne fait que calculer des corrélations, c'est tout. Les machines ne comprennent rien à ce qu'elles racontent. ChatGPT ne sait même pas ce que c'est qu'un mot. Et les phrases qu'il débite sont pour lui complètement asémantiques. C'est nous qui trouvons du sens à ces phrases, pas lui. N'empêche que cette IA mime de plus en plus l'intelligence au sens français du terme, qui contient la capacité de discernement entre le vrai et le faux, qui contient la capacité d'argumentation. Finalement, être intelligent, c'est être capable de montrer ce par quoi on est intelligent. Bon. Et ça, l'IA le fait avec des progrès qui sont fulgurants. Mais il y a un mais dont très peu de gens parlent. Et vous en parlez. C'est le problème de la consommation d'énergie. L'IA, personnellement, c'est un avis tout à fait subjectif, mais il y a quand même des arguments techniques pour l'étayer. L'IA, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Quand vous avez une question en tête, si vous la posez à votre voisin ou à votre voisine, et si votre voisin et votre voisine vous donnent la réponse, la puissance que ça a consommé, c'est 30 watts. 30 watts, c'est la puissance d'un cerveau humain. Maintenant, si vous posez la même question à Google, c'est plusieurs dizaines de kilowatts. Si vous la posez à ChatGPT, c'est encore plus. Si vous la posez à Grok, il y a deux solutions. Soit Elon Musk a déjà répondu à la question, et là c'est gratuit, soit il n'a pas répondu, et là il faut chercher, c'est très cher. Mais le coût en énergie, c'est dément. Et donc l'IA n'est durable que si on crée, comme vous le dites, des data centers. Il y a la question de l'eau, mais il y a aussi la question de la puissance électrique. Il va falloir concevoir des réacteurs nucléaires ou autre chose pour produire de l'électricité en grande quantité, si possible décarbonée. Donc ça, c'est un truc dont on parle moins, mais qui me semble colorer le futur de l'IA avec une sorte d'ombre qui pose problème. Bonjour, Oui. Merci pour cet exposé qui, sans conteste, va alimenter mon futur personnel et mes réflexions personnelles comme nous tous ici. En fait, votre exposé a donné lieu à deux autres champs de réflexion chez moi que vous avez en partie abordé sur la fin, la question de l'individualisme et la question du profit, dans le sens où vous disiez que la liberté prenait le pas de plus en plus sur la vérité, avec le fait de concevoir sa propre vérité, la question algorithmique qui nous enferme en fait dans cette propre vérité qu'on conçoit avec ceux qui pensent comme nous, et du coup qui nous enferme et nous empêche de construire un futur commun. Et également la question du profit, puisque auparavant, quand on voyait le progrès pour l'humanité avec une certaine vision universaliste du progrès, et qu'aujourd'hui, on a l'impression avec l'innovation que c'est forcément une innovation scientifique qui va servir aussi l'accumulation des richesses de quelques-uns et aussi de facto l'inégalité qui nous empêche encore une fois d'avoir un futur commun. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez aussi nous alimenter un peu dans ce cadre réflexif. Alors, vous avez raison, Condorcet, Diderot, etc., quand il parle du progrès, il l'associe au genre humain. Donc l'idée, c'est que le progrès doit servir le genre humain. Et d'ailleurs, pour montrer comment les valeurs changent, au XIXe siècle, quand il y a des débats à l'Assemblée sur la colonisation, Jules Ferry défend l'idée qu'il faut coloniser pour propager le progrès,
pour l'apporter là où il n'est pas encore arrivé de lui-même. D'accord ? On est sorti de tout ça. Et aujourd'hui, vous avez aux États-Unis, notamment les grands patrons de l'IA, un discours qui ressemble un peu à ça. Ils veulent offrir à l'idée de progrès à l'occasion d'une rédemption. Mais quand ils parlent de progrès, ce n'est pas pour le genre humain. En fait, c'est des survivalistes. La plupart, ils ont compris que c'est fichu, quoi. Et ils veulent, par la technologie, permettre à une partie de la population d'échapper à ce qui va attendre le reste de l'humanité, soit en s'enfermant dans des bunkers, soit en allant sur Mars. Mais il y a une expérience de pensée que je vous recommande, parce que moi je trouve qu'on a eu tort d'abandonner le mot progrès. C'est pas parce qu'il y a une naïveté dans les discours des Lumières qu'il fallait abandonner l'idée. Et en effet, la suite de l'histoire, je parle de l'après XVIIIe siècle, a montré que chez Condorcet, chez Diderot, il y a quand même des discours, ou d'Alembert, très naïfs, très très naïfs. Quand Condorcet explique qu'il y a un embrayage automatique entre progrès scientifique, progrès technique, progrès matériel, progrès moral, progrès politique, non. Quand d'Alembert, à la fin de l'article géomètre dans son encyclopédie, géomètre c'est l'ancien mot pour dire mathématicien, article sublime, mais à la fin il dit « Prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres, quelques mathématiciens, quelques temps plus tard, le peuple se libérera de son joug. » Mais il aurait dû faire un petit voyage en Corée du Nord, d'accord, où il y a d'excellents géomètres. Donc, et la démocratie, c'est pas imposé, ça suffit pas. Il suffit pas de former des mathématiciens pour que la démocratie s'impose. Ça marche pas comme ça. Bon, donc ces naïvetés ont été identifiées, mais il y a une expérience de pensée qu'on pourrait tous faire, à titre d'exercice. On prend une capsule temporelle au XVIIIe siècle. On met dedans tous les théoriciens de l'idée de progrès. Condorcet, Diderot, d'Alembert, Spencer, pour prendre un étranger, et quelques autres. On les met dans cette capsule. Et on les fait débarquer en 2025. Évidemment, on ne va pas tout leur montrer d'un coup, ils vont devenir fous. Hein. Mais chacun d'entre vous peut imaginer une sorte de circuit touristique pour chacun d'entre eux, par lequel on va leur montrer quel est notre présent d'aujourd'hui. Par exemple, si on emmène d'Alembert suivre un cours de maths dans une classe de terminale d'un lycée français, il va être scotché. Je ne suis pas en train de dire que les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs en maths que d'Alembert. Je suis en train de vous dire que d'Alembert va voir que les élèves français apprennent des mathématiques que lui ne connaissait pas. Calcul matriciel, par exemple. Il va être éberlué. Il va dire, tiens, vous avez fait des trucs vachement bien. Lui-même n'avait pas pensé à l'enseignement obligatoire. Et puis on va les amener au CERN et ils vont voir qu'on a découvert le boson de Higgs. Ils vont voir qu'il y a des découvertes de physiciens qui sont des découvertes quasiment philosophiques. Ils vont être éberlués. Et puis vous leur dites, peut-être avant le voyage au CERN, vous leur dites, vous savez, au XIXe siècle, on a découvert une interaction fondamentale, force de la nature, que vous ne connaissiez pas, qui s'appelle l'électromagnétisme. Et quelques temps plus tard, des ingénieurs ont trouvé un moyen d'installer, de propager, de diffuser le son et l'image dans tous les foyers français. Ça s'appelle la télévision. Là, ils vont dire, c'est incroyable ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce truc ? Vous diffusez en direct les cours du Collège de France ? Et là, vous les scotchez sur un canapé un samedi soir devant une chaîne privée. Et là, ils vont dire, ah tiens, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui a un peu foiré. Oui, en bas, j'ai récupéré un micro. Bonjour. Donc je vais rester sur la... Je suis d'accord avec ma prédécesseure. En fait, on est tous d'accord avec vous parce que vous parlez de la démarche et pas du fond. À un moment donné, il va falloir se poser la question un petit peu de l'objectif que l'on souhaite avoir, humaniste ou autre, hein, et peut-être pas oublier le futur que nous promet Musk. Non, mais une petite contradiction par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il fallait coloniser notre présent avec un futur désirable.
Mais tout à l'heure, vous venez nous dire que la force du faux, la puissance du faux. Or, si on colonise avec un futur désirable, ce futur n'existe pas, c'est du faux. Donc d'un côté, vous prenez le faux, de l'autre côté, vous le contestez. Voilà. Et ma deuxième question, c'est peut-être que le futur n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus informés, nous avons plus de connaissances, et nous sommes peut-être plus intelligents, et nous ne sommes pas aptes à accepter peut-être beaucoup de choses qui nous semblent un petit peu absurdes. Alors, vous avez raison, j'aurais peut-être pas dû dire désirable, mais en gros, dire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que ce qu'on veut est forcément attractif. On sait qu'il va y avoir des bouleversements incroyables, mais plutôt que de les nier aux motifs qui nous dérangent, de les prendre au sérieux et d'inventer des stratégies pour éviter que leurs effets soient les plus graves possibles. Et ça, c'est intellectuellement extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le Covid, on nous a demandé de faire des efforts, par exemple d'accepter d'être confiné pendant des semaines et des mois. Confiné, c'est pas simple. Mais on a assez vite été récompensé de nos efforts, puisqu'on voyait que le nombre de malades, de morts, finissait par baisser grâce à nos sacrifices. Donc nos efforts étaient assez rapidement récompensés. Maintenant, si vous prenez le changement climatique, voilà, ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent, c'est joué. C'est déjà joué. Ça dépend de ce que nous avons fait dans le passé. Et donc, si on fait des efforts vertueux en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, ça ne va pas se voir tout de suite. Les résultats positifs, en tout cas, ne vont pas se voir tout de suite puisque ça va continuer à se dégrader. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le faire? Autant le défi du politique, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de nous donner la force d'accomplir des efforts dont nous ne serons pas immédiatement récompensés. Ça suppose de ne pas être démagogique, ça suppose de ne pas être populiste. Le populisme, dont on voit les ravages ici ou là, c'est quand même une façon de jouer avec la vérité qui est problématique, non? D'accord? Parce que si on vous distille les vérités entre guillemets qui vous plaisent, il y a très peu de chances que ces vérités qui vous plaisent soient des vérités tout court, pour les raisons que j'ai dites à propos du cerveau. D'accord? Et donc moi, c'est là qu'est mon pessimisme. Hein. J'ai assisté à des débats à l'Assemblée, je l'ai dit. Et la mauvaise foi, etc. Le jeu politique, le court terme. Oui. Non, mais on voit bien que d'après les questions que j'entends, toutes les personnes présentes dans cette salle sont conscientes des dynamiques en jeu dans le monde, qui sont liées à la technologie, liées au changement climatique, à l'IA. C'est des bouleversements. On devrait parler que de ça. Alors, lequel? Ben, il y en a deux. Il y a le principe de précaution dans la Constitution, qui est un principe de recherche, qui dit quand on ne sait pas mesurer les risques associés à une innovation, on doit mener des recherches pour réduire l'incertitude sur les risques. Donc ce principe de précaution, c'est un principe d'action, de recherche, visant à mieux connaître les risques associés à une technologie. J'ai rien contre. Mais il y a cette déclinaison médiatique. Et là, c'est la catastrophe. Le principe de précaution est un principe qu'on invoque non pas pour réduire les dangers, mais pour réduire l'anxiété. Or, les mesures qu'on prend pour réduire les dangers sont en général pas du tout les mêmes que celles qu'on prend pour réduire l'anxiété des populations. Voilà, donc je pense que le terme est mal choisi. Et puis même, pour nous, les risques qui sont associés à une action sont toujours surestimés
par rapport aux risques liés à l'inaction. Si on ne fait pas quelque chose, on pense que ça va diminuer les risques, puisqu'on ne fait pas cette chose qui présente des risques. Mais en ne faisant pas cette chose, peut-être qu'on prend d'autres risques dont on n'a pas conscience. Je pourrais donner des exemples. Donc, bonjour, merci beaucoup pour votre analyse. Je voulais vous poser une question sur ce que vous disiez juste avant précisément. Ça fait longtemps, ou un certain temps en tout cas que vous dites ça, vous ne le dites pas que aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul, vous discutez avec des élus, vous venez de dire vous-même que vous avez assisté à un certain nombre de débats. Si on considère que les élus ou ceux qui veulent le devenir peuvent éventuellement nous amener vers une forme de futur objectivé, est-ce que, au-delà de certains qui ont déjà tenté de faire des plateformes en matière d'écologie, par exemple, et qui l'ont mis en libre disposition de tous les élus qui voulaient s'en emparer, est-ce que vous avez, visiblement avec plus ou moins de bonheur, est-ce que vous, du coup, vous avez une idée ou des pistes d'idées pour que, justement, pour les temps qui viennent, on transforme dans la proposition politique ce genre d'analyse que vous portez? Oui, alors, c'est une bonne question. Vous êtes en train de me demander si je fais de la politique ou pas? Non, ça non. Non, mais c'est vrai que si j'avais su à l'avance ce qui se passe, j'aurais agi différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tenté, par l'écriture en tout cas, de distiller des connaissances scientifiques. Et mon objectif, il était d'ordre à la fois républicain et intellectuel. Je pense qu'en physique, par exemple, il y a des très belles idées, et il faut les propager et les faire connaître, y compris de personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études de physique. Parce que la physique, ça contredit le bon sens, ça provoque des jeux intellectuels, ça provoque de l'étonnement, et ça peut être fascinant. Et je vois d'ailleurs, par l'expérience, que ça fonctionne, auprès de certains publics en tout cas. Donc ma démarche, elle était intellectuelle. Et puis est arrivé le Covid. Et là, j'ai compris, avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, que la vulgarisation scientifique, c'est une sorte d'échec. Voilà. Ça ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui ça marche. Si vous me pardonnez ce truisme. Il y a très peu de gens, il faut être honnête, très peu de gens. La plupart du public s'abreuve à d'autres sources. On l'a vu pendant le Covid. Et ça m'a complètement renversé. Et je pense qu'aujourd'hui, la vulgarisation scientifique, c'est plus un projet intellectuel. C'est un projet politique. Politique. Comment faire pour que le vrai arrive à combattre le faux sur certaines questions pour lesquelles la discussion n'a pas lieu d'être. Et la question que je me pose, c'est quels sont les endroits où on peut s'installer et lutter de cette façon-là. Et je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il faudrait faire ce que j'appelle les assises nationales de la diffusion de la culture scientifique et technique pour tenir compte ensemble des leçons du Covid. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'on a appris pendant le Covid sur nos biais cognitifs, sur ce que le public considérait comme étant de la science? Le fait que vous savez qu'en France, que la confiance dans la science pendant le Covid a chuté. Qu'en France, pas du tout dans les autres pays européens. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécifique à la façon française de parler de ces questions? La France est le seul pays qui a donné la parole à des types qui disaient « je ». Mais on s'en fiche complètement de l'opinion des scientifiques. Un scientifique qui dit « je pense que », on s'en fout. Le « je » n'a aucune valeur. Un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui a subi une cure de désintéressement personnalisée. Les scientifiques ne sont pas objectifs. Pourquoi? Parce que personne n'est objectif. Ils sont tous des influences. Ils se trompent, comme tout le monde. Non, ce qui fait qu'un scientifique est un scientifique, c'est qu'il a une forme d'honnêteté très particulière, que quand il a un résultat, avant de le mettre sur Twitter, il le présente à d'autres scientifiques qui travaillent sur des sujets voisins, pour recueillir leurs avis, etc. Autrement dit, un scientifique, c'est quelqu'un, c'est la définition de Karl Popper. Karl Popper disait la science, la recherche, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Les deux mots importants, c'est amicalement hostile. Ils sont suffisamment amis pour se parler,
est suffisamment hostile pour ne pas se faire de cadeaux. Et donc, un résultat scientifique, il est obtenu à l'issue d'une controverse. Le réel finit par parler. Et à la fin, on a un résultat scientifique. Ça peut être très long. Hein. Pour l'atome, c'est 2500 ans, la discussion. Le boson de Higgs, 48 ans. Les ondes gravitationnelles, 1 siècle. La discussion peut être très longue, mais à un moment, on tranche la question. Et une fois que la question est tranchée, que ce soit monsieur Machin ou monsieur Bidule qui parle, il dira « nous savons que », nous, pas moi, nous les scientifiques, nous savons que, ça c'est la recherche, c'est la science, pardon. Et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Autrement dit, un scientifique qui parle en situation de crise, notamment à la télévision, il doit dire « nous savons que », nous nous demandons si. S'il dit « je », c'est la fin. Je ne vais pas donner de nom. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais revenir sur cette notion de la disparition du progrès dans le, on va dire dans le discours politique actuel. La politique, c'est l'art de créer des futurs désirables, vous en avez parlé. La science étant à la fois cumulative, on sait de plus en plus de choses et donc on est capable de faire de plus en plus de choses. Et elle a un peu cet effet démultipliant. Il y a 2 siècles, on faisait le chemin de fer, puis il y a 1 siècle, l'arme nucléaire, puis après les fusées, et puis après la super intelligence artificielle peut-être demain. Est-ce que la disparition du progrès ne peut pas être simplement expliquée que finalement on a peur d'arriver un jour à l'étape de trop et qu'on est de plus en plus proche en fait, de la falaise à chaque découverte et qu'il y aura forcément peut-être un point de bascule où tout dérapera d'un seul coup? Et est-ce qu'elle n'explique pas d'ailleurs cette espèce d'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui dans la société vis-à-vis de la science et d'avoir un peu ce réflexe de méfiance que les anciens avaient d'émerveillement à l'égard d'une même technologie en fait? Merci. Oui, très bonne question. Alors, je reviendrai sur l'expression que vous utilisez pour définir la politique. La politique, c'est de créer des futurs désirables. Je n'ai pas dit ça. Hein. Quand vous écoutez Churchill en 40, là, il ne dit pas le futur va être désirable. Il dit on va se battre. D'accord? On va se battre. Et quand on sait ce pourquoi on se bat, en général, on ne se pose pas la question du désir ou pas. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça qui nous permet d'échapper au populisme. Hein. Ensuite, à propos de la disparition du mot progrès, alors c'est vrai que j'ai fait une petite expérience à propos du sens de l'expression on n'arrête pas le progrès. Il me semble que quand j'étais jeune, l'expression que je viens de citer était un jugement moral. On n'arrête pas le progrès, ça veut dire il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter puisque le progrès est une bonne chose. Donc on n'arrête pas le progrès, c'était une sorte de salutation enthousiaste adressée au futur. Et j'ai demandé à mes étudiants, qui sont élèves ingénieurs, qui ont donc 21, 22 ans, de me dire quel sens l'expression a pour eux. Et il y a eu un renversement, évident. Pour eux, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire que la technologie, et notamment son évolution, a gagné un rythme propre qui ne dépend plus de nous. Autrement dit, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'on ne sait pas où est la pédale de frein. Et que finalement, c'est le rythme de la technologie, une sorte de rythme propre, qui détermine le rythme du travail des ingénieurs. Ils doivent suivre la technologie. Elle va tellement vite qu'ils doivent s'adapter et ils sont à bout de souffle. Et d'ailleurs, dans cette école où j'enseigne, qui est l'école centrale, il y a de plus en plus d'étudiants formés ingénieurs qui ne veulent pas être ingénieurs. Ils vont dans la finance ou ailleurs. Et nous, on s'est dit, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par les salaires. Et en fait, ce n'est pas si évident. On n'a pas fait vraiment une enquête, mais on a fait quand même des petits tests. Et on voit que beaucoup sont touchés par ce que Günther Anders, le mari d'Hannah Arendt, appelait la honte prométhéenne. La honte prométhéenne. C'est-à-dire le sentiment d'être incompétent par rapport à la technologie. Et là aussi, c'est un pari des Lumières qui s'est révélé complètement faux. Dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot,
Au début, ils voulaient copier la Britannica, l'anglaise. Et ils se sont vus que dans l'encyclopédie anglaise, on ne parlait pas de technique. Or, eux pensaient que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. Si on explique aux gens comment fonctionnent les objets techniques de la vie quotidienne, ils comprendront les principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. C'est pourquoi ils ont ajouté aux 11 tomes de l'encyclopédie dans lesquels il y a des articles par ordre alphabétique, 9 tomes de 800 pages chacun, avec des schémas, des dessins, des figures, qui montrent, c'est magnifique comme travail, comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Les outils agricoles, l'imprimerie, comment on peut construire un télescope, il y a tout. Mais ce pari qu'ils font là, il a été perdu. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Plus un objet technique est complexe, et plus il est facile de l'utiliser sans savoir comment il marche. Et mes étudiants, ils ne savent pas comment marche un téléphone portable. Donc ils se disent, je ne suis pas compétent, je vais faire autre chose. Okay. Autrement dit, la convivialité de la technologie, paradoxalement, nous éloigne de la science. Voilà. Plus c'est complexe, plus c'est facile à utiliser. Qui parmi nous, c'est ce qui se passe quand le doigt appuie sur l'écran du téléphone, là. Qu'est-ce qui fait que la pression du doigt peut sélectionner une lettre? Comment est-ce qu'on écrit un message sur un écran? C'est quand même incroyable. C'est quoi le truc? Une fois que le message est écrit, vous tapez une adresse, envoyez, il arrive à votre destinataire, en Australie ou je ne sais pas où. Mais au bout de combien de temps? Et c'est passé par où? Un satellite, une fibre optique? Personne n'en sait rien. Et personne n'a besoin de le savoir. Et ça, pour moi, c'est, dans le sens de ce que vous dites, c'est le fait que le fait qu'on soit incompétent dans les forces motrices qui pilotent l'évolution de la technologie nous donne l'impression qu'on est embarqué dans un monde dont la finalité, le but n'est pas connaissable. Ce qui peut créer une forme d'angoisse, comme si on avait perdu la maîtrise, quoi. Le mot de la fin avec le micro. Je suis désolé, mais il est l'heure. Merci beaucoup, Étienne. Bah oui, c'est désolant, mais... Là, on était vraiment dans le thème de cette année. Merci beaucoup.